Donc, bonjour à toutes et à tous de nouveau. Bienvenue dans ce 14e petit déjeuner technique. Je suis Myriam Ferrier, chargée de mission rénovation chez Ecopolis. Et donc Ecopolis, c'est le pôle de ressources francilien pour le bâtiment et l'aménagement durable. Et c'est une association. Notre mission est de promouvoir le changement des pratiques auprès des professionnels du bâtiment et de l'aménagement pour réduire leur impact sur l'environnement. Pour ce faire, quatre, euh, quatre types d'activités. Nous avons une mission d'information, d'animation, de formation et d'accompagnement. Je vais aller assez vite sur la présentation puisqu'on a pris du retard. Vous pouvez participer à nos activités en vous inscrivant à notre newsletter ou en devenant adhérent. Voilà, aujourd'hui, ce matin, ce petit déjeuner technique donc sur l'adaptation des façades à leur nouvel usage s'inscrit dans le cadre de notre cycle réhabilité. Donc, cette année la 12e édition et qui porte sur la transformation pour de nouveaux usages du bâtiment. Nous avons une première conférence inaugurale au mois de janvier. Le replay est disponible sur notre site. Et ensuite, nous avons choisi de décliner ce thème à travers trois petits déjeuners techniques. Le premier s'est tenu au début du mois de mai, porté sur la trame et la structure, et le replay est également disponible sur LinkedIn. Nous avons également des visites de sites, cinq visites de sites qui ont été programmées. Donc là, ce petit déjeuner technique porte sur la transformation de la façade. Et pour cette matinée, je suis très heureuse d'accueillir Jakub Jakubik. Vous êtes architecte, fondateur associé de Nunc Architecte à Paris, et Ossiane Amand, ingénieur architecte de l'entreprise de bâtiments Rénové. Jakub Jakubik, vous allez nous parler de la transformation du pavillon Keller, qui est un pavillon qui se situe sur la dalle Beaugrenelle. Et vous avez fait le choix de proposer du matériau biosourcé pour transformer ce bâtiment. Et vous allez nous parler de la façon dont vous avez conçu sa façade, notamment. Je vous laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter, je vais vous parler effectivement de cette opération du pavillon Keller. Pour compléter ou corriger un petit peu, le choix était déjà fait par la Poste Immobilier, donc en fait, je ne sais pas si j'arrive à passer les slides. Ouais, mais j'arrive pas. On va passer. Le choix a été fait par la Poste Immobilier en fait qui a lancé ce petit concours sur le pavillon qu'on voit au milieu de l'image en petit à côté de sur un îlot qui historiquement appartenait à la Poste avec la piscine Keller qu'on voit ouverte ici, les tours de logement qui aujourd'hui sont gérés par un bailleur et d'autres bâtiments qui étaient liés aux télécoms. Ce pavillon il est construit sur la dalle, Beaugrenelle, pour ceux qui connaissent, c'est un ensemble des années 60 qui a été construit avec voilà, un socle sur deux niveaux, des tours et un certain nombre de bâtiments liés au socle, sur deux niveaux, et qui animent d'une manière ou d'une autre l'espace du socle. La partie de la dalle dont on parle aujourd'hui, donc je reviens à celle d'avant, c'est la dernière qui n'a pas encore été aménagée par la SEM Paris-Seine, qui va l'être en fait à la suite de ce projet avec les paysagistes, donc après la pluie, qui sont mandatés pour l'aménagement des espaces extérieurs. C'est un projet un peu triple en fait, parce que on a un chantier de logistique urbaine qui a été réalisé dans le socle de la dalle. Nous, on s'est occupé du pavillon. Et après la pluie, comme je l'ai dit, s'occupera de l'aménagement de la dalle. Le concours a été lancé donc par la Poste Immobilier pour créer un bâtiment réversible utilisant le maximum de matériaux biosourcés, géosourcés, euh, avec
sans connaître en fait l'usage du bâtiment dans un premier temps. Donc c'était un petit peu inhabituel. Nous, on était assez frappés aussi par la position de ce bâtiment en retrait par rapport à la rue. On voyait tout de suite la complexité du chantier que cela pouvait engendrer. Et le défi du biosourcé, parce qu'à l'agence, on travaille beaucoup, voire exclusivement, dès que l'on peut, en tout cas, avec les matériaux biosourcés et géosourcés. Le défi nous intéressait. Et la question de la réversibilité nous semblait intéressante dans l'idée de se dire, voilà, on va déjà se mettre dans une position aussi d'un projet qui doit pouvoir muter ou en tout cas pouvoir être adapté tout au long de sa vie. Donc, et donc l'adaptation, on devait l'imaginer dès les premiers coups de crayon. Donc, quand on est arrivé sur site, donc c'est quelques photos, quelques images un petit peu de ce pavillon. Donc, vu d'en haut, c'était un bâtiment qui était une crèche en fait, initialement, crèche qui a déménagé et donc qui n'était plus utilisé. Ce bâtiment n'était plus utilisé depuis quelques années, avec des façades amiantées, un bâtiment en R+2, c'est-à-dire il y avait un rez-de-chaussée, R+1 en retrait et un tout petit R+2 qui était juste une salle dessus. Et avec une structure qui est quand même assez particulière, parce qu'en fait, à quelques images de l'état existant, ce bâtiment repose principalement sur 5 points d'appui. Donc c'est une sorte de structure parapluie, en fait, qu'on a appelé parapluie, c'est-à-dire que ça renvoie l'ensemble des charges. Il y a des grands porte-à-faux, en fait, qui viennent jusqu'aux façades, et les appuis sont principalement sur cinq poteaux. Et donc qui traverse l'ensemble des deux niveaux de socle qui viennent s'ancrer dans le radier qui est très conséquent en dessous du socle. Donc c'était une première difficulté. Enfin, en même temps, on se disait, voilà, combien peut supporter la dalle, le poids propre des nouvelles façades qu'on va rapporter, etc. Donc c'était des choses qui se sont posées très très rapidement. Là, on voit quelques photos après curage. Donc il y avait un diagnostic qu'on a mené au début des études, puis après qu'on a conforté tout au long du chantier, notamment après le curage dont s'était occupé Tricycle, donc avec tout un volet réemploi. On a donc ces travaux-là faisaient suite aux travaux d'aménagement déjà du socle. Donc il y avait une autre complexité qui était celle de l'étanchéité provisoire qu'on faisait après des constructions sur les locaux utilisés déjà sous le bâtiment. Donc, il y avait des couches de complexité comme ça qui se rajoutaient, qui étaient aussi liées au fait que l'ensemble de l'îlot a été construit en même temps, donc avec le socle dont je parlais, mais également avec la piscine, avec des superpositions de gradins de la piscine qui passaient sous le bâtiment. Enfin bon, je vous passe les détails, mais c'était effectivement des soucis d'infiltration qu'on découvrait effectivement au fur et à mesure des difficultés supplémentaires. Assez rapidement, donc pour venir avant de parler des façades, très rapidement, le plan, alors je crois que j'ai voilà, c'était des études qu'on avait fait de simulation d'aménagement du plan pour qu'il puisse s'adapter à différentes configurations, donc suivant le morcellement qu'on pouvait imaginer. Donc, soit plateau libre, demi-plateau, quart plateau ou bureau séparé. Donc, on ne savait vraiment pas au moment du concours si l'usage allait être du bureau ou ce qui était pressenti une école. Donc finalement, au moment du permis de construire, ça a été tranché avec un preneur, donc une école d'enseignement supérieur privé, qui s'installe dedans. Et donc, on a travaillé ces plans-là de manière la plus flexible possible, donc avec effectivement un noyau central et des façades, donc de manière à pouvoir distribuer le plus facilement l'ensemble des plateaux, et puis des façades très tramées qu'on a étudiées en fonction de ces différentes configurations. Alors, la trame, on trouvait le travail sur la trame très intéressant dans le contexte de Beaugrenelle, de cette architecture, voilà, avec des motifs assez récurrents, et on voulait continuer un petit peu l'histoire, un petit peu de manière d'un palimpseste sur ce bâtiment-là. Et la trame, ben, on l'a imaginé, on l'a tout de suite ramé sur les dimensionnements de bottes de paille, en fait, posées à la verticale vous le verrez après. Et donc, c'est ça qui a donné tout le dessin à la façade. Donc, les façades, comme je le disais, on ne pouvait pas agir forcément
sur les aménagements intérieurs, mais on imaginait la manière dont il serait le plus aisé de pouvoir le faire. Donc ça, c'était une coupe et une maquette qu'on a faite après le concours, enfin au début des études, avant le dépôt du permis de construire, avec déjà cette idée donc de façade tramée, avec des fenêtres simples doubles, avec à chaque fois un recoupement qui pouvait se faire de manière la plus régulière possible. Euh, à l'arrière de ces façades, on a proposé de les doubler côté intérieur par des briques de terre, terre crue, donc des BTC, de chez Cycleterre à l'époque. On voit que cette façade-là n'est pas d'aplomb sur l'ensemble des niveaux. On génère une déambulation, une sorte de loggia périphérique autour du dernier niveau. On avait la contrainte, étant dans une ZAC, il y avait des plafonds de mètres carrés. Le maître d'ouvrage souhaitait néanmoins agrandir, étendre, générer des mètres carrés supplémentaires. Donc on l'a fait dans la limite de ce qui était possible au niveau de la ZAC. L'idée de ce belvédère périphérique était venue assez rapidement, de manière aussi à interagir fortement avec les aménagements ultérieurs sur la dalle. Et donc, de là était également venue l'idée de travailler sur le chemin de l'eau et puis sur cette cinquième façade, parce qu'on parle aussi de façade, mais la cinquième façade vue depuis les tours est très importante, donc végétalisée au maximum avec cette galerie qui est couverte par une toiture zinc, mettant à distance l'entretien de cette façade et donc permettant de s'abstraire de garde-corps et générant donc un chéneau qui vient déverser sur le déambulatoire, puis qui va euh, intégrer dans l'épaisseur de la façade, descendre jusque dans les espaces verts extérieurs, de manière à valoriser l'eau de pluie dans les aménagements extérieurs. Donc je continue un petit peu. Donc vous avez ici les avant-après. C'était encore des images donc à ce stade avec l'entrée principale qui se fait donc côté parvis là où c'est le plus dégagé avec un auvent d'entrée. Et puis cette approche qu'on a sur l'image de gauche sur la face latérale avec un retrait qui est généré côté piscine, la piscine qu'on a à gauche de l'image en haut à gauche, également au premier étage de manière à pouvoir ouvrir des vues de ce côté-là. Il y avait aussi donc un volet réemploi comme je le disais, sur ce bâtiment, donc un réemploi in situ qui n'a pas été aussi important qu'on l'aurait souhaité, mais qui a existé. On avait aussi des flux entrants de réemploi et des flux sortants. Donc, in situ, il y avait les garde-corps existants en fait qu'on a pu réutiliser, reconfigurer, réadapter au bâtiment. Donc, qu'on retrouve au niveau des fenêtres, vous le verrez peut-être sur les photos après. Donc, et puis il y a aussi des dalles sur plot sur les terrasses qui étaient non sans poser quelques complexités. Et puis, dans les flux entrants, on a effectivement déployé, alors je ne l'ai pas dit, sur les différents niveaux, des planchers techniques. On le voyait sur les coupes tout à l'heure, de manière à pouvoir effectivement générer assez facilement des reconfigurations de plateau, mais également de manière à pouvoir améliorer l'isolation par rapport à la dalle du bas de l'ELU et encaisser aussi la cuvette de l'ascenseur, par exemple. Enfin bon, voilà, donc il y avait, c'était un choix qu'on avait fait très rapidement au moment du concours. Et puis un certain nombre de flux sortants, vous le voyez, des faux plafonds, de menuiserie bois, des luminaires, des équipements électriques, etc. On a aussi réutilisé pour les mains courantes, par exemple des escaliers, des anciennes banches pour créer les mains courantes dans les escaliers intérieurs. Donc c'était du réemploi, on va dire, direct de matière que nous a proposé l'entreprise après. Enfin, j'en parlerai peut-être plus tard. Donc voilà quelques images du bâtiment aujourd'hui livré, récemment livré, donc avec les aménagements du preneur qui sont en cours à l'intérieur. Ce que j'ai pas dit aussi, c'est que on a eu donc là je vais parler un petit peu du chantier.
C'est-à-dire que le chantier était assez compliqué puisque on est donc en retrait de la rue, on avait une très très faible emprise sur voirie pour pouvoir installer la base vie et puis la dalle périphérique qu'on voit donc ici et donc l'accès chantier se faisait derrière la tour qu'on voit à gauche à une soixantaine de mètres quand même. Donc la dalle elle a des capacités portantes de 400 kilos donc c'était vraiment très peu, on n'avait pas de grue possible. Donc tout s'est fait je dirais à l'ancienne, quoi. Donc avec aussi des préfabrications limitées qui étaient limitées par la capacité de trois personnes à porter des éléments. Donc l'ensemble a été un petit peu anticipé en études, mais surtout après travailler avec le groupement d'entreprises. Ce que j'ai pas dit aussi, c'est voilà, bon, il y a eu un certain nombre de reprises de structures béton, puisqu'en fait, il fallait renvoyer, comme je le disais, sur ces cinq appuis, le maximum de charge. Et il y a eu un gros travail de gros œuvres, de moisage, de poutres, qui était envisagé. Il y avait une variante, enfin, pour des occasions de chantier, on avait, l'entreprise a fait le choix, on avait ouvert la piste de travailler ces moisages avec du métal de réemploi, mais compte tenu des problématiques d'acheminement, d'approvisionnement sur place, le choix a été fait de le faire directement en béton. Ça, c'est le dernier niveau, donc avec la structure de la charpente de la toiture. Je passe assez rapidement. La toiture qui était en cours. Un prototype de façade qui permet de voir un petit peu comment est faite la façade. Donc, on a eu quelques difficultés là avec. Initialement, on avait de la brique de terre crue de 15 de cyclotère qui permettait d'assurer la protection des mobs garnis de paille. Cyclotère a fermé en cours de route. Enfin, on avait la commande était déjà passée et donc, comme j'imagine vous le savez, beaucoup de chantiers se sont retrouvés en difficulté. Donc, on a cherché des alternatives pour rester avec de la brique de terre crue non stabilisée. Et on a donc décidé, enfin, on a pu passer avec de la brique de terre de 10 par assimilation avec les attestations expérimentales de cyclotère on a pu avoir les validations du bureau de contrôle, mais on a dû apporter des protections complémentaires que vous voyez au niveau du mob, avec des plaques donc de plâtre qui viennent protéger contre le feu les mobs. Donc ça, c'était une des évolutions. Donc là, bon, on le voit en petit, mais c'était le détail un petit peu mis à jour sur l'ensemble des différentes situations de la façade. Euh, Là encore quelques photos du témoin qu'on avait réalisé. Et les briques de terre crue qui donc sont arrivées et commençaient à être montées. Donc à l'arrière, donc on a fait des simulations sur ce projet. Effectivement, les briques de terre crue étaient importantes on savait que le preneur en plus avait des effectifs extrêmement importants dans les salles de classe. Donc l'apport hygrothermique, enfin la régulation hygrothermique intérieure pour limiter le recours à la climatisation était très important. Ce qu'on voit aussi sur les façades, c'est on le fait dans tous nos projets, on a donc les grands châssis qui ne s'ouvrent que pour des questions d'entretien, et on a des petits châssis qui, eux, alors c'était pas encore le cas sur cette photo, mais aujourd'hui il y a une tôle perforée qui est devant, qui permet de les maintenir ouverts la nuit et donc de créer des balayages de ventilation naturelle en période estivale nocturne et donc rafraîchir au maximum le bâtiment. On savait donc que dans un premier temps, ça allait être une école. Dans une école, les portes des escaliers restent ouvertes, donc il y a aussi une ventilation qui peut se faire entre niveaux. Donc on savait que cette question de rafraîchissement passif allait fonctionner. Et donc on a la masse effectivement du béton qui est déjà là, mais la brique de terre permet de compléter, d'améliorer beaucoup les rapports de confort. Et on a donc créé deux escaliers à travers le bâtiment qui sont entièrement réalisés en bois, en tout cas au niveau des volets, du mur des chiffres. Et
entre une structure béton qu'on a réalisée au niveau de la périphérie extérieure. On n'a pas pu aller jusqu'au bois côté extérieur pour des raisons de feu. Et l'ensemble des murs sont complétés par cette même brique de terre crue dans l'ensemble des escaliers, donc de manière à également euh, apporter ce confort hydrothermique et maximiser l'usage des matériaux géosourcés. Euh, voilà. Alors, la particularité, je parlais de feu, on avait effectivement, initialement, le bâtiment était donc à moins de 8 mètres. S'il avait été construit sur la rue, on n'aurait pas eu à appliquer la doctrine pompier. Les pompiers ont néanmoins estimé que, étant sur dalle, et vu compte tenu de la distance par rapport à la rue, leur durée d'intervention sur le bâtiment, ils ont exigé qu'on applique la doctrine. Donc, ce qui a généré quand même quelques surcoûts. Et puis, donc, du coup, aussi, à part dans l'escalier, et puis à l'extérieur, on voit le bois, l'intérieur a dû être encapsulé, malheureusement. Mais voilà, on comprend bien évidemment les questions liées à l'incendie sur ces sujets-là, d'autant que, effectivement, les dernières annonces vont également durcir, je pense, un certain nombre d'éléments. Voilà, quelques photos pour finir de la façade extérieure. Donc, on a, suivant les façades exposées, des brissolets orientables qui sont sur les menuiseries. Donc, c'est des menuiseries triple vitrage. Là aussi, c'était un petit peu compliqué en chantier, puisqu'il y a un certain poids. Voilà, la question du chantier était vraiment assez importante. Donc, quelques images de préfabrication dans les ateliers chez Méa, qui était donc le charpentier qui s'est occupé également enfin, de toute la partie menuiserie extérieure, avec cette dimension maxi, on va dire, des mobs qui pouvaient être acheminés. On a aussi organisé avec la maîtrise d'ouvrage des ateliers participatifs, puisqu'on a un collège qui est juste à côté. Donc, dès le départ, le maître d'ouvrage voulait trouver un moyen de travailler avec les collégiens, et voilà. Et aussi sensibiliser l'ensemble de leurs acteurs internes, la maîtrise d'ouvrage, sur l'utilisation des matériaux biosourcés. Donc, donc, avec Bella Stock et Frédéric Jonard, Terramano, on a travaillé sur des ateliers terre, enduit terre, briques et paille à deux moments. Voilà, donc c'était un projet qui était partagé par un certain d'acteurs. Donc là, sur ces photos, on voit à la fois le preneur, la maîtrise d'ouvrage, des représentants de l'entreprise. Donc il s'agissait d'un groupement d'entreprises mené par AICO, donc un groupement de PME, euh, et non une entreprise générale, avec donc déjà un charpentier, un électricien, un gros œuvre qui était co-traitant et non sous-traitant de l'entreprise AICO qui était mandataire du groupe. Voilà. Je peux Merci, merci Yacoub. passer la main. Alors, il était prévu que les questions suivent chaque présentation. Étant donné le retard qu'on a eu au démarrage, je vais passer tout de suite la parole à Océane Hamon et on prendra les questions pour chacune des opérations après. Ouais, on va peut-être échanger de place pour que je puisse avoir accès à l'ordinateur. Hop. Mais. Océane Hamon, vous êtes architecte ingénieur de l'entreprise Rénové. Et vous allez parler de la manière dont les façades de l'opération Pouchet, d'un immeuble de bureau qui est rue Pouchet à Paris dans le 17e, a été transformé en logement. Exactement. Bonjour à tous. Donc très rapidement, une petite présentation de notre entreprise. Donc l'entreprise Rénové, une entreprise générale qui a été fondée en mai 2000. On intervient uniquement en rénovation. On a aujourd'hui livré plus de 150 opérations avec des maîtrises d'ouvrage publiques et privées, en logement, en équipement. On est quand même principalement axé sur du logement et du logement social à Paris intramuros. Euh, et c'est dans cette logique que je vais vous présenter notre projet. Donc aujourd'hui, on travaille sur un projet rue Pouchet. C'est une transformation de bureau en logement.
C'est un immeuble qui a été acquis par Élogis Siamp, qui a été ensuite, en tant qu'architecte, étudié par AUP Architecte. Et donc cet immeuble, en fait, est assez particulier parce qu'il est récent, il date de 1993. Il se trouve dans Paris Intramuros. On est dans un milieu vide et on vise à répondre à différents labels. Donc là, sur les deux images, vous pouvez voir en fait la façade d'origine et la façade telle que projetée. Le projet est encore en chantier et la livraison est prévue en novembre. Alors pour les différentes façades, parce que c'est aujourd'hui le sujet principal de cette conférence, les façades sont traitées très différemment sur ce projet en fonction de l'orientation. Donc sur la façade arrière qui donne sur un petit patio, on a de la pierre agrafée de réemploi. Cette pierre en fait qui vient de la façade rue, j'en reparlerai par la suite. On a globalement toutes les autres façades, à part la façade rue, qui sont traitées en ITE. Donc là, une technique plutôt classique que je ne vais pas nécessairement beaucoup développer. Et enfin, on a la dernière façade, qui est la façade rue, qui est celle la plus complexe techniquement et qui aussi subit le plus de modifications. Donc là, vous avez vraiment la photo de la rue avant les travaux et l'état projeté de la rue, où on voit que voilà, on passe d'un langage de bureau avec ce mur rideau, cette expression très horizontale, à une recherche de verticalité associée au logement. Donc, au niveau intérieur, très rapidement, à nouveau parce que c'est pas le sujet, l'objectif, ça a vraiment été de limiter au maximum les interventions. Donc, on avait des grands plateaux non porteurs, parce que seules les façades sont porteuses et le noyau d'escalier, mais sinon, voilà, il n'y avait pas d'autres murs de refend qui bloquaient. Et donc, voilà, l'espace a été repartitionné, pardon. Et il y a eu énormément de conservation. Donc, que ce soit l'isolation intérieure qui était déjà là, et aussi mise en place de beaucoup de réemploi. Ce projet, voilà, a vraiment été assez manifeste dans le réemploi, avec de la chance parce qu'il y a des grands espaces de stockage. Il y a deux niveaux de sous-sol qui ont permis de stocker, ce qui est assez pratique à Paris parce que le stockage sur le réemploi, c'est souvent ce qui pose problème. Donc voilà, il y a eu la pierre agrafée qui a été réemployée, pardon, les portes, des luminaires, des équipements sanitaires et beaucoup d'autres choses. Donc pour revenir sur la façade rue, elle a posé énormément de défis parce que comme on voit, on a vraiment des réouvertures, enfin des ouvertures qui vont changer de taille, des modes de construction, des modes de pose qui sont radicalement différents du bâtiment d'origine. Et donc, il y a eu toute une méthodologie qui a dû être mise en place avec des questions de phasage et aussi de comment on va réaliser. Donc, toutes ces étapes voilà, qui ont été vraiment réalisées en interaction avec la maîtrise d'œuvre, la maîtrise d'ouvrage pour voir, essayer de travailler ensemble pour voir qu'est-ce qu'on fait de cette façade et comment on s'approche au maximum du projet architectural. Donc globalement, on a commencé par déposer la façade existante, on a agrandi les baies, on a reconstruit les nez de dalle et les trous maçonnés, on a posé les nouvelles menuiseries extérieures et aujourd'hui on en est là. Et il nous reste encore à traiter les éléments en bois massif, le double mur en briques, le bardage bois et pour finir les garde-corps et les volets. Oui, ça, je me trompe d'ordi pour passer les slides. Donc, au niveau de la dépose de la façade existante, dans ce mur rideau, donc là, voilà, on voit deux photos qui sont pendant les phases de dépose de cette façade. Donc, on n'a pas pu le réemployer. En fait, on avait des sections beaucoup trop longues et niveau manutention sur place, les ouvriers étaient obligés de couper la façade rideau pour pouvoir la déposer. Et en fait, les joies de la rénovation, on s'est rendu compte qu'en fait, sur cette façade rideau, on avait des nez de dalle qui étaient plus courts que tous les autres nez de dalle sur le projet. Et ce qui n'était pas du tout prévu d'origine parce que sur la façade projetée, tout était au même nu. Donc il a fallu refaire des études pour voir comment prolonger ces nez de dalle. Ensuite, il y a eu toutes les questions au niveau de la dépose de la pierre agrafée, une méthodologie qui a dû être prévue en amont. Et encore une fois, des surprises de chantier. Donc, on s'est rendu compte que les pierres agrafées étaient pour beaucoup collées au mortier. Donc, ça a rendu la dépose soigneuse bien plus difficile. Il a fallu ensuite constater et analyser le gisement pour le réemploi in situ sur la façade arrière, comme j'ai pu l'évoquer tout à l'heure. Et ensuite, stocker ces pierres jusqu'à repose à l'arrière.
Ensuite, on est passé à l'agrandissement des baies, donc on a dû découper les allèges maçonnées. Pour ça, il a dû aussi à nouveau faire des études structurelles pour voir bah, est-ce qu'on pouvait le faire sans prendre le risque que le bâtiment tombe, ce qui était possible. Sauf qu'en fait, on se retrouve avec des blocs de béton qui sont très 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 lourds. Donc, il a fallu anticiper cette évacuation, pré-percer ces allèges pour à nouveau limiter le poids. Euh, et donc voilà, là sur cette slide, on peut voir un peu toute la méthodologie qu'on a mis en place. Donc notre SPS nous a demandé bah, voilà, vraiment d'étudier ça parce que quand on a des blocs de 137 kilos en moyenne et il y en avait qui montaient presque jusqu'à 200 kilos, bah, la sécurité est quand même le plus important. Alors on a un message qui dit que la présentation n'est pas partagée. Mais alors, je sais pas. Il est partagé? Ouais, pourtant j'ai l'impression qu'elle Non, est voilà. partagée. Oui, donc nous on la voit. Ok, Non, si bon, ça marche. super. Ok. Donc oui, voilà, sur la sécurité des personnes et faire en sorte que bah, aussi nos intervenants ne se blessent pas. Et donc voilà, il y a eu une grue qui est venue avec un grappin, enfin un camion grappin qui est venu pour attraper et pouvoir emmener les pierres en recyclage. Donc l'idée c'est que ça devienne des blocs de granulats recyclés, enfin du granulat recyclé pour pouvoir mettre en place sur d'autres projets du béton recyclé. Hop. Ensuite, on a eu bah, du coup cette reconstitution des nids de dalles et des trumeaux. Il a fallu principalement sur les trumeaux être très précis parce que bah, on était sur un immeuble en béton mais qui avait de la pierre agrafée par-dessus. Donc on s'est globalement très vite rendu compte que tous les trous n'étaient pas parfaitement alignés. Et nous, on devait bah, retrouver un alignement parfait pour que la façade, d'un point de vue extérieur, paraisse droite. Donc, il y a eu tout un travail de relevé in situ et ensuite avec les maçons sur place pour bah, reconstituer ces trumeaux. Donc, on est parti sur une méthodologie où au niveau du R+4, c'était le niveau témoin. Et en fait, par des lasers par l'extérieur, le maçon pouvait aligner toutes les autres fenêtres sur les fenêtres du R+4. Et on était sûr qu'il y avait pas à avoir de décalage. Un autre sujet qui a posé beaucoup de questionnements, c'est la pose des nouvelles menuiseries extérieures. Donc en fait, ces fenêtres, on pouvait les poser de plein de manières, d'applique intérieure, en applique sur les montants en bois, en tunnel, en précadre, et par-dessus des volets avec pareil différents modèles de volets, donc des pliants coulissants sur rail, des pliants coulissants sur précadre, des volets marseillais. Et face à ça, on avait énormément de contraintes et de défis à relever, donc que ce soit des défis assez classiques comme l'étanchéité à l'air, comment fixer les fenêtres. Et en même temps, on avait des questions de clair de vitrage du volet qui empiétait sur la fenêtre, des éléments bois qui pouvaient pas être trop grands parce que bah, après, c'est des sections qui sont globalement pas possibles à fabriquer sur des bois massifs. Comment on fixait ces éléments bois en façade, comment on fixait les garde-corps. Et donc voilà, à nouveau, en échange énormément avec la MOE, on a essayé de développer beaucoup de propositions pour arriver à la solution optimale de pose de ces menuiseries extérieures. Donc la première idée qui est venue, c'était en applique intérieur avec un volet pliant coulissant. Mais comme vous pouvez le voir sur l'image, en fait, on se retrouvait avec un clair de vitrage qui était quand même bien consommé par le volet, ce qu'on trouvait dommage. Donc on a dû réfléchir à d'autres solutions. On en est venu avec une pose en tunnel sur un pliant coulissant. Ça nous permettait de maximiser vraiment le clair de vitrage, mais on se retrouvait avec des sections de bois qui faisaient presque 40 centimètres de long. Et donc, on était à nouveau plus dans des sections standards. Donc, on a continué nos recherches. On a essayé de se mettre en applique sur le bois. Comme vous pouvez le voir, ça ne fonctionnait pas du tout. On avait des morceaux de bois encore plus grands. Notre étanchéité à l'air était très compliquée à réaliser. Et on avait toujours un clair de vitrage consommé. Donc, on est passé avec un pré-cadre, avec un volet pliant coulissant sur rail. Donc là, on commence à avoir une solution qui commence à arriver d'une manière plus optimale. En fait, le pré-cadre nous permettait de prendre les bénéfices de la pose en tunnel sur maximiser le clair de vitrage, tout en reculant et donc en limitant la taille des éléments bois. Mais là, on avait encore des éléments bois trop grands avec des questions de PLU où bah, l'emprise sur la voirie peut pas être trop grande et devait être limitée.
Et donc, pareil, du volet marseillais, c'était une solution qui fonctionnait plutôt bien, mais les volets n'étaient pas vraiment adaptés aux besoins de la maîtrise d'ouvrage. Et donc, on arrive à la dernière solution qui a été une pose en précadre avec un volet pliant coulissant aussi sur précadre. Donc, tout ça, ce qui nous permettait d'optimiser un peu tous ces paramètres et de permettre d'avoir la façade à la fois la plus proche du dessin architectural, mais aussi au niveau technique, sans aucun problème pour la pose. Donc, à la suite des photos, alors je sais pas pourquoi la slide n'a pas changé. Alors, peut-être je vais arrêter et recommencer le partage. Parce que je n'ai plus. Ouais, alors, petit problème technique avec la slide qui ne tourne plus. Hmm. Je vais vous dire stop. C'est les photos de les poses des menus extérieurs. Après. Ouais. Alors, ça va arriver de votre côté. Donc là, on a des photos voilà, des poses, donc des poses des précadres, des bâtis, des menuiseries extérieures et ensuite des ouvrants. Et on voit voilà, qu'aujourd'hui, on a toutes les menuiseries extérieures qui sont posées sur la façade rue, qui sont bien alignées. Donc pour le coup, c'est une mission réussie. À la suite, voilà, on a posé ces éléments en bois massif. L'endroit où on a eu principalement des sujets, ça a été au niveau de ces fenêtres doubles au centre, qu'on voit sur l'image, vraiment les fenêtres centrales, où en fait on a deux menuiseries extérieures avec un poteau au centre. Sauf que globalement, les fixations doivent être invisibles. Et donc, c'est posé énormément de questions de bah, comment fixer ces éléments en bois qui sont, bon, pas super lourds, mais on a quand même une charge de à peu près 50 kilos qui vient se ramener en façade. Et donc, ces éléments vont être fixés par des goujons en fait, qui vont traverser le bois et venir se fixer dans le précadre. Mais pareil, ça a posé plein de questions, plein d'allers-retours. Comment on pouvait réaliser ça? Donc ensuite, on a eu les doubles murs en briques. Donc là, voilà, on sort un peu des problématiques qui ont été assez intenses. Là, on est sur des techniques assez classiques. Le seul sujet a été qu'en fait, on a des éco-briques dans les étages. Donc on était parfois en DTU, parfois en ATEX. Mais globalement, la technique reste à peu près similaire avec des questionnements de feu. Là, pour le coup, on a aussi eu beaucoup de questions. Donc, sur la façade brique, on a recoupé la lame d'air tous les deux niveaux. Ça n'a pas posé trop de sujets. Mais au niveau du bardage bois, on a eu pas mal de problèmes. Alors, j'ai à nouveau la slide qui tourne pas. C'est bon, c'est arrivé. Donc oui, sur le bardagement, on a commencé par justifier notre C plus D qui fonctionnait. Mais en fait, on a dû justifier la solution 2 de l'arrêté de 86, pardon, et donc répondre au guide du CSTB, bois, construction et propagation du feu par les façades, qui vaut appréciation de laboratoire. Ça, c'était quelque chose qui n'était pas du tout prévu et ça a vraiment bah, aussi impacté le dessin architectural. On a dû mettre en place un déflecteur avec un débord de 15 centimètres. Donc c'est pour du bois qui répond à certaines... et enfin globalement c'est pour tous les bois à part le mélèze où du coup on est en classe C et on est sur un débord de 10 centimètres. Et donc là, voilà, vous pouvez voir en fait comment le dessin a évolué. Et en fait, ces éléments horizontaux de bois qu'on devait avoir vont devenir, parce qu'ils sont pas encore posés, des éléments métalliques en acier galvanisé qui vont devenir des déflecteurs. Donc, ils vont à la fois être bavettes et déflecteurs. Et donc voilà, en cours de chantier, bah, le dessin architectural a dû aussi évoluer. Donc ensuite, pour revenir sur les autres façades où je vais passer beaucoup plus rapidement parce qu'il y a quand même eu beaucoup moins de sujets, on a du coup la façade en pierre agrafée. Donc comme j'ai pu déjà le dire, voilà, on l'a déposé, on a le gisement, on l'a stocké et on en arrive à un moment où bah, en fait on a dû reproposer un nouveau calpinage à la maîtrise d'œuvre parce que bah, fallait adapter ça au gisement qu'on avait. On a posé ensuite la pierre agrafée et ensuite réalisé les encadrements de baies. Donc voilà, là, vous pouvez voir sur la slide d'après, quand elle passera, le calpinage prévu par les architectes en études et le calpinage final adapté au gisement qu'on avait sur place.
On n'a pas pu réaliser les encadrements de baies en pierre à gratter parce qu'on n'avait pas assez de gisement, ce qui était prévu de base. Et on a eu quelques problèmes d'assurabilité sur cette façade. Alors, à la fois liés au réemploi, parce que face au réemploi, en fait, bah, tout le monde doit s'assurer, donc l'entreprise générale, bien sûr, mais aussi la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre, les bureaux d'études. On doit vraiment tous être assurés pour avoir réemployé cette pierre. Et lié principalement à la fixation de la pierre agrafée. Donc ça, c'est un petit sujet qui, en temps normal, ne devrait pas avoir lieu. Mais en fait, en ce moment, la pierre agrafée est en train de devenir une technique courante sous DTU. Donc, il ne délivre plus d'avis technique, mais le DTU n'est pas encore publié. Donc, on se retrouve dans un petit flou juridique ou une technique qui va devenir courante et aujourd'hui pas du tout assurable le temps que le DTU sorte. Voilà, donc on espère que le DTU va arriver d'ici la fin du chantier et sinon on va devoir réaliser un avis technique de chantier à nouveau pour une technique qui va devenir courante. Et ensuite, voilà, sur la façade ITE, des interventions qui ont été quand même assez classiques, avec le traitement des points singuliers, les garde-corps, les fixations de volets, mais sur des techniques plutôt courantes. Merci beaucoup, Océane et Yacoub. Merci de votre adaptation aussi aux conditions qui ont changé à la dernière minute. Je vais prendre les questions qui ont été adressées dans le chat et arrêter le partage pour le moment. Donc, première question qui est pour vous. Ah, pardon, je reprends. Question pour vous, Yacoub. Le portage des éléments préfabriqués par des ouvriers sur chantier a-t-il occasionné un surcoût de main-d'œuvre? Les installations de chantier, globalement, sur le chantier de Keller, étaient très compliquées à évaluer en phase d'étude. Et effectivement, globalement, on a eu donc à la fois sur les installations de chantier, mais également sur la main-d'œuvre, bien évidemment, un coût qui était majoré d'une manière ou d'une autre qui s'est répercuté dans l'offre des entreprises. Oui, oui, parce que la manutention, l'acheminement, le levage, c'était des éléments de complexité qui étaient propres à ce site. Donc oui, oui, c'est un bâtiment qui a coûté assez cher. Donc sur l'ensemble des travaux juste en façade, la façade, l'enveloppe à réaliser, on est sur 6 millions de travaux Mhm. pour un bâtiment qui a 1800 mètres carrés de surface de STP, je crois, de mémoire, un peu plus peut-être. Mais oui, oui, c'est un bâtiment où la Poste Immobilier a souhaité effectivement créer à la fois un démonstrateur de ce qu'on peut faire, mais qui était complexe. J'avais parlé aussi des reprises de structures béton. Enfin, on a cumulé un certain nombre de complexités, d'éléments de complexité sur ce chantier-là. Qui peuvent vous aider la prochaine fois, qui peuvent aussi servir d'enseignement pour faire réduire les coûts à l'avenir, pour mieux anticiper les coûts. Est-ce que En tout est-ce que cas, on a un indicateur, effectivement, mais là, je dirais vraiment, c'est un cas tellement spécifique. Mhm. On avait imaginé toutes sortes d'hypothèses pour organiser le chantier, mais on savait que on a eu beaucoup de discussions là-dessus avec la maîtrise d'ouvrage, tout au long des études, sur l'inconnu que constituait effectivement le coût qui va être évalué par l'entreprise pour intervenir dans ce site-là, dans ces conditions-là. Voilà. Donc il fallait bien évidemment aussi des entreprises qui savent faire ce type d'intervention. Merci. J'ai une deuxième question de la même personne, mais qui porte sur est-ce que le bâtiment a-t-il déjà été utilisé? Mais je ne crois pas encore. Alors, avant les travaux, oui, c'était une crèche. Après travaux, non, c'est en cours, donc ils sont en train de faire les aménagements. Et il va ouvrir en septembre. D'accord. Ouais. Donc, la question portait sur les qualités thermiques du bâtiment Alors, en usage. Du coup, est-ce que vous avez pu les vérifier? alors, vérifier, non, mais effectivement, on a fait beaucoup de calculs. Donc, on a une enveloppe qui est passive. On a une étanchéité à l'air qui a été testée. On est sur une enveloppe passive. On a calculé le bâtiment sur des seuils en confort d'été, des seuils caniculaires, donc à horizon 2050, avec un très faible dépassement donc, des températures à plus de 28 degrés. Le client a néanmoins souhaité installer une climatisation. Donc il y en a une, mais on espère qu'il sera utilisé. Enfin, il y a un petit groupe à l'extérieur.
qui sera, je l'espère, utilisé le moins possible, parce qu'il y a des effectifs qui sont presque inhabituellement importants, trop importants par rapport à des mètres carrés de salle de classe. Donc on sait que ça va surchauffer par la présence des personnes. Sur l'enveloppe, l'isolation thermique, on est sur, je crois, RE2020 moins 15%, entre 10 et 20 et voilà, donc, et une enveloppe passive. Donc on a réduit par rapport à un bâtiment existant par un facteur 10 globalement les consommations énergétiques, quoi. Merci. Océane, j'ai également une question pour vous sur la pierre agrafée. Est-ce que le travail non envisagé sur les pierres agrafées a-t-il occasionné des retards dans les travaux? Sur la pierre agrafée, pas vraiment. Ça s'est plutôt bien déroulé avec voilà, bah, il y a eu cette étude de calpinage, mais qui a globalement appris 2, 3 jours sur place à vraiment réfléchir. Donc à la fois avec bah, la personne qui va exécuter les travaux, le conducteur de travaux, de vraiment réfléchir comment on allait faire. Il y a eu plus de sujets sur la façade rue avec cette pose de fenêtre qui nous a, pour le coup, ouais, nous a fait prendre un peu de retard parce que le précadre n'était pas du tout envisagé de base. Et c'est ben, en réalisant les dessins et les détails d'exécution qu'on s'est rendu compte que ben, en fait, ça allait être plus complexe que prévu et que ces fenêtres allaient nous poser pas mal de questionnements sur leur mode de pose. Merci. On a une deuxième question sur la question des ouvertures et notamment sur les volets. Les problèmes dont vous avez parlé tout à l'heure ont-ils occasionné des surcoûts? Globalement, non. Enfin, les volets étaient quasiment tous au même prix. On est chez le même fabricant. Donc, c'est de l'ordre de quelques centaines d'euros dans mes souvenirs pour passer d'un volet sur précadre à sans précadre. Mais le surcoût est très limité par rapport au changement. On reste sur des mêmes types de volets. Très bien, merci. Moi, j'avais également une question pour vous toujours sur la pierre agrafée et sur le fait qu'il y a sans doute un gisement à l'avenir sur les bâtiments tertiaires en raison du décret tertiaire et de la mise en conformité de ces bâtiments. Comment vous voyez ce sujet? Alors, sachant que rénover, vous êtes surtout sur les questions de logement, mais c'est de l'expérience, enfin, votre expérience avec la pierre agrafée ici peut intéresser le maître d'ouvrage de bâtiments tertiaires. Bah, je pense que la pierre graphée et tout sujet de réemploi, en fait, c'est quelque chose qui doit vraiment se prévoir très très en amont. Donc, enfin, disons qu'une entreprise générale ou un architecte seul ne pourra jamais faire quelque chose dans le réemploi. Donc, c'est vraiment, faut qu'il y ait une posture générale de tous les intervenants qui aillent dans le même sens en se disant, OK, on essaie de faire du réemploi, on essaie de le faire au maximum. Aujourd'hui, je pense que sans volonté, malheureusement, le réemploi, il est très compliqué à mettre en place. Il y aura forcément des questionnements, forcément des retards, forcément des surcoûts. C'est tout le principe de travailler avec des matériaux qui ont déjà servi. Donc, ouais, pour moi, le réemploi aujourd'hui, ça passe déjà par un fort engagement de la maîtrise d'ouvrage et ensuite un vrai travail en collaboration entre l'entreprise générale et les architectes, les maîtrises d'œuvre et toutes les personnes aussi sur chantier, parce qu'un bureau de contrôle peut aussi être très bloquant sur du réemploi. Donc voilà, c'est essayer d'aller tous dans le même sens d'une manière intelligente. Et certes, il y a la norme qui est importante, qui protège énormément, mais sur le réemploi aujourd'hui, on n'a pas nécessairement de normes. Donc comment on travaille intelligemment pour réemployer tous ces gisements? Parce que oui, il y a la pierre à graffer, mais il y en a, pardon, il y en a plein d'autres qui sont disponibles. Et aujourd'hui, il y a encore beaucoup trop de choses qui partent à la benne, alors qu'ils ne mériteraient pas. Merci. Est-ce que Yacoub, vous voulez dire un mot là-dessus ou est-ce que Sur les réemploi, oui, c'est vrai que je rejoins complètement ce que tu as dit. Il faut absolument que tous les acteurs se mobilisent et travaillent dans le même sens. Parce que quel que soit l'objet qu'on réemploie, il va nécessiter forcément des études supplémentaires, des validations supplémentaires, des tests qui seront à valider. Et donc ça, c'est une mobilisation un petit peu de tous les jours et des imprévus qui sont à intégrer à la fois dans le planning et dans le coût d'une opération. Donc ça se travaille très en amont. Et c'est effectivement à la fois par l'expérience,
par un travail avec les bureaux de contrôle, la sensibilisation aux enjeux, avec les assureurs également. Donc, Oui, il y a un vrai enjeu là-dessus. sur les assurances. Ça Mm. sera peut-être du coup le mot de la fin. Mm. Merci encore à vous deux. Et je terminerai par dire que nos prochains rendez-vous sur le cycle réhabilité, donc on a une prochaine visite le 10 juin pour une visite à Noisy-le-Grand d'une opération qui s'appelle Centrale 4, qui est un bâtiment avec une façade rideau. Et donc, vous pouvez vous inscrire en ligne sur notre site internet. Et nous avons notre dernier petit déjeuner technique le 13 juin qui va porter sur la réversibilité avec l'intervention de Patrick Rubin, de Canal Architecture, et de Florian Dupont de ZEFCO. Merci à tous pour votre participation et à bientôt. Bonne Merci journée, au beaucoup. revoir. Merci, au revoir.